le problème, c'est pas tellement un problème de dangerosité du virus. Il faut bien insister là-dessus. Le problème, c'est un problème de capacité hospitalière. Parce que le virus en lui-même, il est quand même beaucoup moins dangereux. Quand on parle de pandémie, c'est pas la peste ou la variole. Il faut arrêter avec ça. C'est juste que l'hôpital n'est aujourd'hui, après des années de diète budgétaire imposée à la fois par l'Union européenne et par les politiques de restrictions appliquées au niveau de l'État. Je ne sais pas si les médecins vont être d'accord avec ça. C'est-à-dire aujourd'hui, l'hôpital n'a plus la capacité qu'il avait il y a 30 ans. On peut quand même être d'accord là-dessus. Il y a eu des fermetures de lits, il y a eu des fermetures d'hôpitaux. Même, sur la dangerosité du virus, plutôt, j'entendais. Voilà. Non, mais le virus est un virus qui peut être dangereux, mais c'est pas la dangerosité des virus Ebola, historiques. Voilà. Ou même dans l'histoire, on a connu des pandémies. Les termes pandémie, épidémie étaient réservés quand même à des maladies beaucoup plus mortelles, dont le taux de létalité est incomparable avec le taux de létalité du Covid. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la problématique, il faut insister là-dessus, c'est que le taux de létalité du Covid est vraiment très faible par rapport à d'autres pandémies. Et notre problème, c'est notre incapacité à soigner en raison de capacités hospitalières diminuées, ceux qui se présentent au service de réanimation. Donc la solution à long terme, puisque l'OMS prévoyait en plus d'autres maladies à venir et d'autres pandémies à venir, la solution c'est sans délai d'avoir un plan d'investissement massif, un véritable effort de guerre sanitaire qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'on nous dit que ça met des années qu'il ne faut pas le mettre en place. Au contraire, il faut se précipiter pour le mettre en place. Plus de lits, plus de médecins, pour parer non seulement... et la vaccination, j'imagine. Pardon ? Et la vaccination, j'imagine. Alors, et la vaccination, bien entendu, sur laquelle on est d'ailleurs pas très performant par rapport à d'autres pays, mais je pense qu'on va en parler dans quelques instants. Oh que oui, effectivement, on a les chiffres. Mais que l'hôpital ne soit pas dans un état satisfaisant, ça c'est certain, tout le monde s'accorde à dire la même chose, c'est un constat qui s'impose. Après, j'ai un désaccord profond avec ce que vient de dire Jean Messia, parce que, imaginons que nous ayons 20 000 lits de réanimation. Personne ne pourrait se satisfaire d'avoir 20 000 patients en réanimation, parce que bien souvent, quand on arrive en réanimation, c'est trop tard. Parce qu'ils ont les lits en Allemagne. Hein. Mais attendez, quand on arrive en réanimation, c'est trop tard. D'abord, on a effectivement un risque élevé de mourir une fois qu'on est en réanimation, parce que souvent notre état est déjà trop grave. Et quand on ressort de réanimation, pardonnez-moi, mais on a quand même des séquelles qui sont assez importantes. L'objectif et tout l'intérêt du confinement, du couvre-feu, c'est de faire en sorte que le moins de personnes possible arrivent jusqu'à la réanimation, précisément. C'est bien pour ça qu'on est en train de prendre toutes ces mesures. Vous savez très bien qu'on a un critère qui est surveillé de près et qui a motivé l'ensemble des mesures que nous avons prises, c'est la tension en réanimation. Et un critère plus important encore, faire en sorte que le nombre de morts soit le plus faible possible. Ce que je veux vous dire, c'est que si notre hôpital... Donc, quand on arrive en réanimation, souvent, il est bien trop tard. Si notre hôpital était en capacité, comme vous dites, d'avoir 20 000 lits, sans doute, effectivement, je vous rejoins sur ce que vous avez dit, mais au moins, nous n'aurions pas eu à bloquer le pays, à faire un confinement de 3 mois qui n'a rien donné, etc. Voilà. Roger Rua, peut-être en arbitre. C'est pas un arbitre, c'est que je suis d'accord. Si on avait, mais ça veut dire c'est quoi qu'il en coûte. Mais on peut pas. Non, mais on va pas pouvoir rester dans le quoi qu'il en coûte pendant 20 ans. Il va bien un moment, et on peut pas imaginer construire des centaines de milliers de lits d'hôpitaux, c'est pas possible. On était dans une réduction de lits qui était une réduction qui était cohérente à l'époque. Parce qu'on avait trop de lits de médecine et pas assez de lits de réanimation. On aurait dû transformer nos lits comme l'ont fait les Allemands d'ailleurs. Tout à fait. Mais là, c'est pas l'augmentation illimitée des lits qui va changer la situation. Parce qu'on ne pourra pas, économiquement, comme les médecins. Enfin, il faut 15 ans pour former un médecin. Aujourd'hui, on peut pas non plus aujourd'hui dire que dans 15 ans, on aura besoin de 100 000 médecins. Non, mais docteur, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on a arrêté avec le numerus clausus. C'est une bêtise. On forme un flux. C'est une bêtise. Il n'y a que 10%. Résultat des courses. Il n'y a que 10% des médecins qui s'installent. Et qu'est-ce qu'on fait après ? C'est pas en augmentant indéfiniment qu'on va augmenter. Il y a 10% des médecins qui réussissent le concours. Mais comme ensuite on s'aperçoit qu'on manque de médecins, eh bien on importe des wagons entiers de médecins étrangers. Aujourd'hui, vous avez dans les services hospitaliers, vous avez entre 30, parfois 40, 45% de médecins étrangers. Tout ça parce qu'on rejette 90% des médecins en tout cas des étudiants en médecine qui veulent passer le concours. C'est ça le numerus clausus. Non, le numerus clausus, c'est qu'une fois qu'on a passé le concours, on finit. Quand les médecins ont fini leurs études sur les 8500, jusqu'à ces dernières années, il y avait 8500 promotions par an.
Sur ces 8500, il n'y en a que 10% qui s'installent dans un exercice libéral, 40% à l'hôpital et 20 ou 30%. Il y a 30% des médecins qui sortent des radars. On ne sait pas pourquoi. Ils ont fait 12 ans d'études, on ne les retrouve plus. C'est cela qu'il faut motiver pour faire du soin. Pas seulement. Il y a encore une fois, il faut préciser que sur les 100 candidats au concours en médecine, jusqu'à une période très récente, on n'en prenait que 10. C'est-à-dire qu'on en rejetait 90. Ben non, c'est pas normal. Et ensuite, vous en prenez 30 ou 40% de plus pour remplir. Il y a toujours une sélection. Et les médecins étrangers, ils sont soumis à quelle sélection? De mon temps, il y avait déjà une sélection. Non, mais les médecins étrangers sont soumis à quelle sélection? Bah, j'en sais rien, mais c'est vrai que cette mesure, elle va plus emmerder le monde qu'autre chose, pardonnez-moi l'expression, parce que entre les gens qui doivent aller chercher leurs enfants à l'école, les gens qui doivent faire leurs courses, l'impact lui-même je dirais, du recul du couvre-feu d'une heure, je ne crois pas qu'il soit si important que cela pour juguler la pandémie, en tout cas localement, et ça je rejoins ce que disait madame tout à l'heure. C'est même 2 heures. Oui, mais enfin en même temps, disons que voilà... 2 heures, voire 2h30 pour certains commerçants qui, j'imagine, vont fermer à 17h30. Vous désorganisez un peu plus, vous désorganisez un peu plus la vie économique locale, la vie sociale aussi, par rapport aux enfants dans les écoles, etc., sans pour autant avoir l'effet réellement escompté sur le contrôle du virus localement. Donc ça interroge en tout cas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais ça, au moins on peut s'interroger. Issu de la Macronie? Non, alors il y a un tissu. Enfin là, en l'occurrence, c'est pas la problématique n'est pas politique à stricto sensu. On est quand même face à une pandémie. Le président lui-même a déclaré une espèce de guerre contre le virus. Donc au moment de la guerre, il y a une espèce, je pense, une espèce d'union sacrée, ou en tout cas qui dépasse les clivages. Donc en l'occurrence, je sais. Alors j'entends les députés, les représentants macronistes nous expliquer à longueur de plateau qu'effectivement il y a des tas de réunions, que les ministres concernés voient les élus locaux, voient les représentants d'un certain nombre de professions, etc. Mais tout ça n'est que décoratif. C'est exactement comme on avait eu le droit au moment des Gilets jaunes avec le grand débat national. Quelqu'un se souvient de ce que ça a donné, ce truc-là? Personne. Donc là, c'est pareil. On multiplie les réunions, on fait mine de discuter, mais en réalité, ça ne donne rien. Et la décision, elle est quand même prise de manière centrale à l'Élysée ou par un certain nombre de hauts fonctionnaires à Paris, sans aucune prise en compte, si vous voulez, de ce que dit le tissu des représentants territoriaux et locaux, voilà. Et ça, c'est véritablement un problème. Oui, alors sur la stratégie d'ensemble, si vous voulez, moi ce qui me gêne, c'est qu'on reste effectivement polarisé sur le strict aspect hospitalier, c'est-à-dire les gens qui effectivement contractent le Covid et puis peut-être vont en réanimation et de manière fort regrettable peuvent en mourir. Ça, c'est tout à fait normal qu'on se polarise là-dessus, mais il ne faut pas non plus, je dirais, s'aveugler sur les conséquences et les effets collatéraux de ça. Parce que quand on dit, c'est facile de dire on fait un confinement, on ferme les commerces, on prive d'exercice de leur activité tout un tas de secteurs. Mais ça aussi, ça a des conséquences, et pas seulement des conséquences financières. On n'a pas parlé des cinémas et des théâtres. Exactement, effectivement, ça a été aussi annoncé par Gabriel Attal, ça ne rouvrira pas le 7. C'est pas simplement des conséquences économiques et financières. C'est pas des chiffres, un chiffre d'affaires et des éléments comptables. Derrière, il y a des réalités humaines. Il y a effectivement des gens qui, tous les soirs, ne dorment pas de la nuit parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer. Il y a un vrai malaise psychologique de millions de personnes qui sont touchées, et puis en fin de course aussi peut-être une mort, alors peut-être pas une mort physique, encore que, mais en tout cas une mort sociale, une mort financière, et elle n'est pas plus terrible. Donc quand on considère, si vous voulez, le Covid, il faut le considérer dans son ensemble, pas simplement le nombre de lits en réanimation et le nombre de personnes qui meurent, parce que les décisions qu'on prend, ils ont un impact sur le reste de la société également. On ne marche pas sur la tête, là en l'occurrence on danse, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on peut discuter des mesures de restriction, d'interdiction généralisée, des fêtes, du monde de la nuit, etc. Mais une fois que la décision est prise et que l'État prend une décision qui doit s'appliquer uniformément sur le territoire, eh bien il faut la faire respecter. C'est quand même invraisemblable, d'accord, que sous prétexte qu'ils sont 2500, on ait des personnes, si vous voulez, qui défient l'autorité de l'État, et pas pour 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Ça fait pratiquement maintenant 1 jour que ça dure. Ces gens bafouent la loi.
ouvertement. Ça va continuer toute la nuit. Et ce que je comprends pas, si vous voulez, c'est qu'on peut pas me dire que l'État peut pas faire, parce que sous prétexte qu'ils sont nombreux, qu'ils craignent des troubles à l'ordre public, etc., ou des blessés. On vous a mis des images inside. On peut pas nous dire ça, parce que je me souviens du premier samedi de Gilets jaunes, où c'était les Gilets jaunes historiques. Le gouvernement avait su faire descendre les blindés au cœur de Paris, et il avait su faire tirer à bout portant des balles de LBD sur des manifestants qui n'étaient pas, enfin en tout cas qui étaient plus inoffensifs que ceux qu'on a connus. Mais les blindés, ça rappelle des mauvais souvenirs. Donc. En l'occurrence, à l'époque, ça leur a pas rappelé des mauvais souvenirs. Là, on a un véhicule de gendarmerie qui est brûlé, on a l'État qui est bafoué, on a 2500 sauterelles schnoufées qui dansent depuis 24 heures, et l'État est infoutu de faire appliquer la loi, d'évacuer le champ de la fête et de verbaliser les gens qui sont impliqués. Je trouve ça scandaleux. Il y a des publics, si vous voulez, qui bénéficient d'une immunité de la part de l'État. Donc dans les cités, par exemple, on demande aux gens de rester l'arme au pied, de ne pas intervenir pour ne pas provoquer des troubles. Quand il s'agit de manifestations de gilets jaunes historiques, là, on demande de cogner. Quand il s'agit de fêtes comme ça, qui je dirais, suscitent une certaine sympathie des membres du gouvernement. C'est à quoi les autorités vous disent qu'ils sont trop nombreux. Voilà, c'est des jeunes, enfin toute la mythologie gauchiste, vous savez, de mai 68, de tous ces concerts, etc. On dit, vous savez, c'est des jeunes qui... Et on les laisse. Là, la loi de Sémousse, l'application de la loi Sémousse, l'État devient impotent, d'accord? Donc, c'est vraiment véritablement ça qui est scandaleux. Je crois pas, parce que ça, c'est pas fini. Pour l'instant, c'est le pire. C'est que non seulement ces gens sont pas mis hors d'état de ne plus violer la loi, mais en plus, ils se permettent le luxe, si je puis me permettre, de brûler un fourgon de police et de blesser 3 gendarmes. Donc non seulement ils ne sont pas arrêtés, mais en plus, ils s'en prennent à l'État qui vient faire respecter la loi. Mais je ne suis pas d'accord avec vous sur ce que vous disiez il y a un instant sur il faut laisser faire les forces de l'ordre, il faut laisser faire le préfet. Excusez-moi, mais c'est le préfet aussi bien que les forces de l'ordre. Il y a une chaîne de commandement hiérarchique qui s'appelle le ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur, il est là pour donner des instructions au préfet, des instructions aux forces de l'ordre. En l'occurrence là... Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour agir au final? Est-ce qu'il fallait agir tout de suite? Là, clairement, ils ont été pris de court et ils ont été débordés. Mais Monsieur Boisfer, le mieux vaut tard que jamais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on constate la violation de la loi, il eût fallu un surge de forces de l'ordre, c'est-à-dire plusieurs milliers de gendarmes qui enferment tous ces fêtards dans une nasse, même s'il faut que ça prenne 24 ou 48 heures, qu'il n'y ait pas une personne qui sort de là-dedans sans avoir été verbalisée. C'est ça l'autorité de l'État. On ne peut pas à longueur de journée dire « Oh mon Dieu » et regretter que l'autorité de l'État soit bafouée partout si l'État ne met pas en œuvre ce qu'il faut pour se faire respecter lui-même. Oui, très brièvement. De toute façon, le cluster est là. Si on veut être pragmatique, maintenant, ces jeunes sont ensemble, ils sont rassemblés, s'ils ont dû se partager le virus entre eux, ils ont déjà commis une infraction. La situation, elle est posée. La question, pour moi, n'est pas de savoir si on les arrête dans une demi-heure, dans 1 heure ou dans 2 heures. La question, c'est de savoir, qu'on va tous les arrêter. Et si les forces de l'ordre rentrent dans le tas et que tout le monde sort simultanément et qu'on n'en arrête que 10%, on sera passé à côté de l'objectif. C'est pas ça, ce que je souhaite, monsieur. C'est une NAS. C'est la technique de la NAS. On les enferme et on les laisse plus passer. Laissez faire les spécialistes du maintien de l'ordre. Je vous assure que vous faites souvent l'avocat de la police et vous avez raison. Moi également. C'est pas la police, c'est les ordres du ministre de l'Intérieur. Ça réglera leur compte après. Oui, parce que vous disiez tout à l'heure, c'est la fête à tout prix. C'est pas la fête à tout prix. Moi, je dirais, c'est la fête à neuneux. C'est-à-dire, c'est l'État, en l'occurrence, qui est le neuneux dans. Oui. Parce que à quoi servent les gendarmes qui sont sur le terrain là, en l'occurrence? Ils font les nounous. Il y a eu d'autres soirées, par exemple à Marseille, il y avait 300 personnes. Là, les forces de l'ordre sont intervenues. Non, mais d'accord, mais là, 2500 personnes. Oui, mais ils sont intervenus comment? C'est-à-dire qu'ils sont devant. Ça fait 24 heures qui sont un peu plus de 24 heures 24 heures qui sont devant le lieu où ils assistent impuissants et impassibles à la violation de la loi. En plus, il y a 3 d'entre eux qui sont blessés. Il y a un fourgon de la gendarmerie qui a été brûlé. Donc, quel est le rôle? Quelles instructions ces gendarmes reçoivent-ils de la hiérarchie politique pour être dans cet état-là? Est-ce qu'ils reçoivent simplement l'ordre d'être les nounous des fêtards en surveillant les abords pour pas qu'il y ait de drame, etc. Mais un gendarme, il n'est pas fait pour ça. Un gendarme, il est fait pour faire appliquer la loi. Là, en l'occurrence, ça fait des heures et des heures et des heures. Le leitmotiv, c'est ce que disait Richard, c'est il faut absolument éviter les blessés, il faut absolument éviter le drame. Mais attendez, ce genre de considération n'a jamais été prise en compte quand il s'agissait des gilets jaunes, où là, on a tiré à bout portant, on a sorti toute l'artillerie lourde, etc. Il y a eu 8000 blessés, ça n'a ému personne. Et
surtout pas au gouvernement. Donc il n'y a pas des catégories qui méritent qu'on les caresse en disant « Oh là là, il faut avoir... » Oui, mais ça a abîmé aussi l'image des forces de l'ordre. Toutes ces séquences avec les Gilets jaunes. Oui, enfin, ça abîme, pas des forces de l'ordre, ça abîme plutôt l'image des politiques qui ont donné ces ordres-là. Parce qu'en fait, vous savez, les forces de l'ordre ne sont jamais qu'un outil administratif. Moi, je suis haut fonctionnaire, je ne prends pas de décision de moi-même. Oui, c'est ma hiérarchie qui me dit « Fais ceci ou fais cela ». Les forces de l'ordre sont des fonctionnaires. On leur dit « Chargez », ils chargent. On leur dit « Restez l'arme au pied », reste l'arme au pied. Voilà. C'est pas la faute des forces. C'est trop facile de se défausser sur l'outil. C'est pas l'outil qui décide. En bout de chaîne, c'est l'échelon politique qui est responsable de ce qui se passe sur le terrain. Un chef doit toujours être responsable, ou alors ce n'en est pas un. En fait, le problème, c'est que le gouvernement, en fonction de son logiciel idéologique, parce qu'il en a un, eh bien, soit il tape très fort, soit il laisse faire. Quand, au début de la pandémie, je revoyais encore un certain nombre d'émissions auxquelles j'avais participé au mois de janvier de l'année dernière, où vous aviez des représentants du gouvernement qui vous expliquaient que fermer les frontières, en tout cas établir des contrôles sanitaires aux frontières, c'était n'importe quoi, c'était du populisme d'extrême droite, etc., quand toute la terre entière le faisait. D'accord ? Alors évidemment, comme ils n'ont pas fait ça, une fois que le virus était arrivé en France, on vous dit bah, maintenant on ne peut plus rien faire parce que le virus est là, donc maintenant il faut le gérer. Et là c'est pareil, au lieu de prendre les dispositifs, parce que ça c'est pareil, ça rentre encore une fois dans le halo idéologique du gouvernement, c'est une fête, c'est sympa, etc. En plus c'est un peu des rebelles qui défient l'autorité, ça nous rappelle notre jeunesse de rebelles, etc. Donc on laisse faire. Une fois qu'ils sont... non, mais ceux qui sont au gouvernement, je ne suis pas sûr que Marlène Schiappa voit d'un très mauvais œil, par exemple, ces fêtards. Je pense qu'elle a plutôt une certaine forme de sympathie pour eux. Mais enfin, voilà, donc on les laisse faire et on dit, ah ben maintenant qu'ils sont là, eh ben on peut pas faire la même chose que si on avait pris le taureau par les cornes dès le départ. Ben bien sûr, mais si dès le départ on prend le sujet à bras le corps et qu'on évite d'en arriver à ces situations-là, eh bien effectivement, oui, ça c'est maintenant c'est quel impact. On va pas les laisser sur place parce que là on va vous opposer la liberté de circulation, qu'on peut pas enfermer les gens, etc. Alors on a confiné les Français pendant des mois, là ça passait crème, mais là pour enfermer des gens qui représentent un risque, on va vous opposer la liberté de circulation, la liberté d'aller et venir. Bah, ça l'entache, mais pas seulement cette fête-là. C'est que le problème, c'est que elle risque de constituer un précédent. C'est-à-dire qu'en fait, là, effectivement, il s'agissait depuis l'été d'une sorte de première, de ces méga-fêtes qui réunissent plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes. Si l'État frappe un grand coup, c'est aussi un signal envoyé pour décourager ceux qui auraient l'idée de recommencer dans quelques jours ou dans quelques semaines. Or, cette espèce de laxisme, si vous voulez, juridique, ou en tout cas policier... Donc ça efface le bilan policier de la soirée de la Saint-Sylvestre. Ça efface le bilan et surtout, c'est la porte ouverte, si vous voulez, à des choses comme ça qui vont se passer dans les jours et les semaines qui viennent.